10 milliards de contrats options vont expirer vendredi. 56 000 niveaux clés pour le Bitcoin, 2700 autres niveaux clés pour Ethereum. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette analyse. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue dans votre brief du dimanche. Comme d'habitude, on va essayer ensemble de décortiquer les marchés et aujourd'hui, c'est le cap qui s'y met. Je suis ravi que vous ayez rencontré le reste de l'équipe et que vous puissiez un petit peu voir nos différentes façons d'analyser le marché, voir les différentes méthodologies qui sont utilisées du coup pour lire le marché et on va ensemble aujourd'hui décortiquer le Bitcoin, l'Ethereum, on fera un tour sur les marchés traditionnels. Et enfin, on verra aussi quelques altcoins pour chercher à comprendre comment on pourrait éventuellement trouver un bottom sur certains de ces altcoins. Alors tout d'abord, on va commencer cette analyse par Ethereum pour la simple et bonne raison qu'il est plus fort que le Bitcoin. Et donc sachant qu'il est plus fort que le Bitcoin, j'ai fait honneur à Ethereum d'abord. Et on va essayer ensemble d'abord de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des contrats options. Et ensuite de voir et d'analyser la price action pour ensemble déterminer les niveaux clés et une ligne de conduite sur Ethereum. Alors tout d'abord, on peut voir ici qu'on a 3,6 milliards de contrats options qui vont expirer ce vendredi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-on interpréter ces expirations? Alors il faut savoir que il y a plusieurs scénarios, on va dire types, qui se passent lors de ce type d'expiration. Le premier qui est le plus fréquent, c'est une rétractation de la volatilité, à savoir, on va dire, une price action qui réduit ses mouvements, des mouvements de moins en moins importants, jusqu'à devenir quasiment plat au moment de l'expiration et ensuite, après l'expiration, peut-être une évolution haussière ou baissière. On a un niveau clé sur ces options, à savoir les 3100. Que veulent dire les 3100? En fait, les 3100 représentent le point où la majorité de tous les contrats qui ont été achetés deviennent perdants. Alors, ça ne veut pas dire que ce niveau est forcément atteint. C'est un point de repère pour comprendre si justement, finalement, c'est un point de repère qui nous permet de déterminer où se trouve la majorité de perdants, mais en aucun cas, finalement, représente, on va dire, une valeur sûre ou un niveau qu'on va forcément atteindre lors de l'expiration. Moi, ce qui m'interpelle, que je trouve assez intéressant, on va dire, c'est qu'au niveau des 3400 $, on a, on va dire, des énormes bâtons, ici des énormes pics, où on peut voir du coup beaucoup de contrats put qui sont achetés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si réellement le prix franchit à la baisse les 3400, eh bien ça veut dire que ces contrats deviennent gagnants. Donc pour l'instant, ils ne sont pas gagnants. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens, on va dire pas mal de traders ici qui sont prêts à une cassure des 3400. Donc en fait finalement on va dire que c'est une sorte de protection ici que le marché s'est dessiné. Et qu'est-ce qui se passe quand on a ce type de protection qui sont, on va dire, anticipées? Eh bien, c'est peut-être que justement, on ne va pas chercher on va pas chercher ces niveaux pour justement rendre perdants, on va dire, ceux qui ont tenté ici de se hedger ou de faire face à une baisse au-delà des 3400 $. Donc, il y a un petit trou à 3300, donc moins d'intérêt sur ce niveau. Et là, on commence à partir de 3200 et de 3000 à avoir du coup un support gigantesque qui se crée. Donc on va dire on continue de baisser les probabilités en faveur d'aller chercher ces niveaux pour l'expiration. Donc ça c'est les datas qu'on a sur Ethereum. On va les confronter du coup à la price action. Tout à l'heure je vous ai parlé dans l'intro des 2700 pour la simple et bonne raison que c'est un niveau qui pourrait être testé. Mais avant cela, on a quand même énormément de travail et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour bien comprendre ce qui se passe sur l'Ethereum et pour bien comprendre un petit peu la situation, mon objectif, ça va être un petit peu de reprendre à zéro
on va dire, les dessins qui sont sur ce graphique, de façon à ce que vous puissiez sentir ce qui se passe et bien comprendre, on va dire, les niveaux. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de le faire ensemble. Alors, tout à l'heure, je vous disais que Ethereum est plus fort face au BTC. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est tout simplement lorsqu'on confronte l'Ethereum contre le Bitcoin. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce chart, hein? On peut voir tout simplement que on a réussi, on va dire, à trouver support. Et qu'en plus d'avoir réussi à trouver support, on a même réussi ici à dessiner une sorte de W en weekly. Donc, ça nous montre, on va dire, que Ethereum a repris du poil de la bête, tout simplement parce que si on le confronte face au Bitcoin, il est maintenant haussier. Donc ça, c'est un élément, on va dire, en faveur d'Ethereum, c'est un élément en faveur des altcoins. On va voir que certains altcoins ont perdu peut-être 80% de leur valeur depuis le début de leur hausse, et donc tous ces éléments-là sont potentiellement favorables, du coup, à revoir une potentielle hausse sur ces altcoins. Donc, c'est pour ça que ce graphique est extrêmement important et c'est pour ça qu'il faut continuer de l'observer. Donc maintenant, on va dire le prochain enjeu majeur, et c'est un endroit que je vous invite à mettre en alerte, on va dire, sur votre graphique, c'est de voir franchir ici la zone des 0,5751. Donc mettez-vous une petite alerte de façon à ce que lorsqu'on franchisse ce niveau, vous soyez alerté et donc vous puissiez potentiellement regarder ce qui se passe sur certains altcoins. Donc nous, on vous aidera évidemment à identifier des altcoins intéressants, mais ça vous permettra aussi vous-même d'anticiper un petit peu la situation. Pour l'instant, c'est un W. Pour l'instant, c'est une reprise satisfaisante, mais il faut savoir que on pourrait, et il n'y a rien qui nous empêcherait, par exemple, hein, d'échouer sur ce niveau, recommencer à dessiner, on va dire, un creux, peut-être équivalent à celui-ci, dessiner un sommet en dessous du précédent et repartir et recommencer à flancher. C'est tout à fait possible. C'est pour ça que je vous invite tout de même à cerner, voir et observer le niveau. Donc en weekly, forcément, ça aura beaucoup plus d'impact que ce qui se passe en daily. Mais c'est vrai que quand on observe la trend en daily, elle est extrêmement intéressante. Et pour l'instant, on voit qu'elle est quand même relativement haussière. Et elle est soutenue pour l'instant, comme vous pouvez le voir ici, par la EMA 60. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure comment j'utilise ces configurations de EMA, mais je trouve que c'est, on va dire, une béquille agréable qui nous permet ici de voir si réellement le prix est, oui ou non, soutenu par une hausse ou une baisse. D'accord? Donc, moi, personnellement, je les utilise beaucoup sur des unités de temps courtes, de façon un petit peu à dicter ma conduite sur ce que je fais en scalp. À la fois sur les marchés traditionnels et à la fois, on va dire, sur les cryptos. Mais c'est tout à fait possible de les utiliser aussi sur des time frames plus hautes, comme on vient de le voir sur le daily et le weekly. Donc maintenant, on va s'intéresser à Ethereum, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer la totalité de la price action de façon à vraiment comprendre et anticiper un petit peu tous les niveaux qu'on a actuellement. Donc d'abord, on se met en weekly, on observe ce qui se passe en weekly. On voit bien qu'en weekly, on a cette zone fatidique des 4100 et 3870 qui est actuellement, on va dire, la zone de supply, donc la zone qu'on n'arrive pas à franchir, la zone où il y a beaucoup de gens qui sont friands de vendre. Et actuellement, on se rapproche du coup d'une zone de demande importante, et c'est d'ailleurs là où on a réagi précédemment. Et je vais englober pour moi toute cette zone-là, d'accord? Toute cette zone compris entre 2900 et 3345. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des 2700, voire 2800, pour la simple et bonne raison que c'est le creux, on va dire, c'est le niveau ici, le point le plus bas de ce mouvement haussier. Donc, dans le cas où on retracerait la totalité de ce mouvement haussier, ça serait donc du coup ce qu'on appelle un pool de liquidité. Ça serait une zone idéale, on va dire, pour aller chercher des liquidations, des stop-loss et une zone sur laquelle, on va dire, les acheteurs pourraient potentiellement commencer à se placer. Alors, pourquoi je vous ai évoqué cette zone? C'est parce que peu importe ce qu'on a aujourd'hui, il faut se préparer à ce qu'il peut y avoir demain. Donc, quand on se prépare à ce qu'il peut y avoir demain,
au moins on évite l'effet de surprise. Donc moi je pense qu'il y a énormément de travail avant d'aller chercher cette zone. Je pense qu'on va pas forcément aller la chercher tout de suite pour pas mal de raisons que je vais évoquer avec vous. Et en fait ici, ce qu'on peut voir, c'est que finalement on a cette bougie qui a été créée par l'ETF Spot. Et du coup, cette bougie qui a été une bougie impulsive, agressive et qui est une bougie singulière, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de price action ici, ça a à peine consolidé, on allait tout droit vers du coup la zone de supply, donc la zone où on est sur une zone donc, de distribution. Et on est actuellement sur un retracement de quasi 50% de cette zone. Donc on est en fait finalement sur la moitié de ce mouvement. Donc zone clé pour la simple et bonne raison que c'est une zone qui pourrait nous servir de support pour éventuellement voir une hausse. Alors, il y a deux cas de figure qui peuvent se mettre en place, c'est-à-dire on a, on va dire, une réaction, on a les 0,5 qui tiennent de façon significative et dans ces cas-là, on pourrait revoir, donc on pourrait voir un début de réaccumulation sur cette zone ou, deuxième cas de figure, on vient chercher plus bas, à savoir entre 3350 et 3145. On vient combler la totalité ici de cette bougie qui avait été dessinée par l'ETF avant de repartir. Ce qui est sûr, c'est que la zone des 3000, 3100 est une zone relativement intéressante, est une zone à surveiller de près. Donc ce qu'on peut voir aussi au niveau du Shop Index, qui est un indicateur de force, un indicateur qui normalement détermine si oui ou non le prix est prêt à repartir en tendance, eh bien il est chargé à fond. Donc vu que c'est en weekly, ça peut mettre du temps, on va dire, avant de se voir, avant de se travailler. Mais en tout cas de le voir fort nous indique qu'on n'est pas forcément si loin que ça d'un mouvement significatif. Et sachant que la tendance de fond actuellement est haussière, eh bien, on pourrait se dire que les probas pour que justement ce shop se décharge à la hausse sont plus élevés. Donc ça, c'est forcément quelque chose qu'il va falloir surveiller. C'est pour ça qu'on parle souvent d'un mouvement potentiel pendant l'été. Et c'est pour ça qu'on va continuer de surveiller un petit peu cet indicateur et surveiller un petit peu ce qui se passe. Donc, quand maintenant on se met en daily, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que actuellement, tous les plus bas sont achetés de façon significative. On voit des mèches ici qui sont, on va dire, à chaque fois absorbées. Quand on voit des mouvements baissiers violents et, on va dire, une hausse instantanée et donc une clôture immédiate au-dessus, ça prouve ici qu'il y a des acheteurs. Donc, il y a des gens qui sont actuellement en train de défendre la zone. Alors forcément, on défend la zone jusqu'à qu'on n'y arrive plus, d'accord? Mais personnellement, ici, je trouve ça plutôt un signal positif que de voir ici cette zone qui est rachetée, cette price action qui descend lentement, mais sans réellement donner de mouvement baissier. On a un shop qui est chargé à fond. On a le RSI qui est en zone neutre. Et donc, personnellement, ça en convergence avec un sentiment extrêmement baissier sur la majorité, avec des shorts qui sont confortables. Personnellement, évidemment, je laisserai plus de price action, plus de mouvement pour déterminer si oui ou non je suis acheteur ou pas. Mais personnellement, en tout cas, je trouve que c'est plutôt encourageant et en tout cas que c'est pas forcément baissier que de voir ce qu'on est en train de voir sur Ethereum. Alors forcément, il faut comprendre que ce qui peut se passer, ce qui va se passer dépend pas uniquement des cryptos. Si par exemple les indices qu'on va voir tout à l'heure continuent de baisser, eh bien forcément on devra comprendre que oui, on ira chercher du coup ces pools de liquidité ici, cette bougie, cette inefficience ici entre 3144 et 3357. Toujours se préparer à tous les scénarios, mais personnellement, en tout cas, quand je vois cette price action, je ne serais pas forcément friand de short ça, pour la simple et bonne raison ici que je vois de l'absorption et que je vois pour l'instant une price action résiliente. Alors si maintenant on s'intéresse au Bitcoin, on va faire un petit peu le même travail. Si on regarde en monthly, on est toujours, on va dire, dans ce range monthly. On va célébrer
les 100 jours de range. Donc ça fait plus de 100 jours que la price action bouge relativement peu. On est en train de faire ça au-dessus de la distribution précédente, entre 69 000 et 61 959. Et actuellement, voilà, on a cette price action serrée qui continue, on va dire, de s'accentuer. Et personnellement, en tout cas pour l'instant, si on regarde en monthly, on voit bien qu'il n'y a aucun signal de faiblesse apparent. On est sur une consolidation en plus que j'appelle une consolidation serrée, à savoir une consolidation qui se fait sur les 23,6. Alors, c'est pareil, c'est des probabilités, on n'est jamais sûr de rien, mais ce genre de consolidation sur les 23,6 ont souvent pour tournure une sortie haussière. Donc quand on se met en weekly, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a réussi à s'extirper à la baisse de ce niveau clé des 67 200. C'était actuellement, on va dire, notre mid-range, c'était notre point ici, finalement, qui nous servait de repère pour cette price action. On se dirige tout droit vers, comme vous pouvez le voir, cette bougie rouge avant le mouvement haussier précédent. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une zone de demande et qu'on est actuellement tout droit sur cette zone de demande. Donc on pourrait penser que cette zone pourrait servir de support pour le Bitcoin. Alors évidemment, dans un cas ou dans un scénario où le Bitcoin flancherait plus rapidement, et bien dans ces cas-là, on pourrait s'attendre à voir les 60 200, voire pire, les 56 000. Mais actuellement, on est obligé de prendre en compte qu'on est sur une zone où la price action a été travaillée précédemment et cette price action avait été travaillée et ensuite, après avoir été travaillée, elle nous a conduit à un mouvement haussier. Donc c'est une zone intéressante, c'est une zone d'intérêt. Ce que je trouve pareil aussi assez intéressant, c'est le fait que on ait une price action baissière en escalier. Donc il n'y a pas de vraie conviction sur ces baisses. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on baisse, on réintègre, on baisse, on réintègre, on baisse, on réintègre. Et donc, un environnement favorable aux traders short, mais surtout, on est en train de laisser un environnement favorable aux shorts de dernière minute. D'accord ? Quels sont les shorts de dernière minute ? C'est les gens qui se disent, voilà, ça y est, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Maintenant, l'objectif, c'est de shorter tout de suite et j'irai chercher les 58 000 $, j'irai chercher les 59 000 $, etc. Pourquoi ? Parce que on voit ou ils pensent que c'est la seule solution, c'est la seule chose qui pourrait les faire gagner de l'argent. Donc on laisse le temps à la majorité des traders à se placer sur ce mouvement baissier. Donc j'exclurai pas tout simplement un short squeeze, j'exclurai absolument pas le fait qu'on vienne d'abord chercher un à un les pools de liquidité. Donc on voit qu'à la hausse, les prochains pools de liquidité, c'est cette bougie, donc à savoir entre 66 400 et 67 300. C'est pour l'instant les prochains pools de liquidité. Et c'est vrai que si on arrive à s'affranchir de ces pools de liquidité, on pourrait créer un W, un W 4 heures. Alors forcément, le W 4 heures n'impliquerait pas forcément un retour sur le mid-range, n'impliquerait pas forcément une réintégration ici des 67 200, mais ça impliquerait quand même un début d'une résolution haussière. Pourquoi je vous parle de scénario haussier ? C'est pour tout simplement vous ouvrir les yeux sur la possibilité d'un tel scénario. Ça ne veut pas dire que je longue aveuglément cette zone et que je pense qu'on va forcément aller à 74 000 tout de suite. Non. Ce que j'invite à faire, c'est se préparer à tous les potentiels scénarios. Le potentiel scénario baissier, on le connaît déjà et on sait qu'il y a des probas, qu'il y a des chances qu'on aille chercher, on va dire, qu'on aille continuer à chercher peut-être ce creux à 61 000 et ça reste, on va dire, une zone que tout le monde regarde de près. C'est pour ça que je pense parfois qu'il est pertinent de faire un tour sur justement ce qui peut se passer à l'inverse de ce qu'on a en tête comme scénario favori ou comme scénario attendu. Donc c'est pour ça que toujours important de comprendre, d'observer les niveaux, d'observer ce qui peut se passer et de se préparer à ce qui peut se passer et le faire généralement dans les deux sens. Donc on va voir, on reste attentif sur ce qui va se passer cette semaine. Si on regarde le Nasdaq, on a eu, on va dire, la première semaine de correction, on va dire après un rallye sans précédent. Donc j'en parlais sur Twitter. C'est
pas la fin du monde, hein, c'est ce qui peut se passer généralement après un rallye sans précédent, mais c'est vrai que maintenant ce qui va se passer la semaine prochaine va avoir un rôle important pour la simple et bonne raison que s'il continue de corriger, ça pourrait du coup se répercuter sur les cryptos, et si ça se répercute sur les cryptos, et bien évidemment, on pourrait aller chercher les zones qu'on a évoquées tout à l'heure dans l'analyse. Donc si on décortique un petit peu ce qui se passe sur le Nasdaq, donc le Nasdaq, hein, qui est un actif ultra agréable à trader, c'est pour ça que chez Captain Trading, on se diversifie et on trade les marchés traditionnels. Pourquoi ? Parce que quand c'est calme, quand il se passe rien sur les cryptos, quand il y a moins de visibilité sur les cryptos, on peut se focaliser sur ce qui se passe sur les marchés traditionnels, et ça je pense que c'est ultra important d'arriver, on va dire, à surfer sur un marché ou sur un autre en fonction finalement de ce qu'il nous offre. Alors actuellement, ce qu'on a pu voir en fait, c'est qu'on a perdu la clôture du lundi, on l'a perdu jeudi, et à partir du moment où on a perdu la clôture du lundi, c'est à partir du moment où on a commencé à retracer de façon assez significative. Donc actuellement, on se trouve pile poil sur une zone intéressante, hein, c'est ce qu'on appelle une zone de demande, à savoir, si on regarde ici cette petite bougie rouge, donc dernier mouvement baissier avant cette impulsion haussière, c'est une zone de demande. Derrière, on en a une juste en dessous, et on a, on va dire, un double creux 4 heures qui nous attend sur les 19 761 points, qui peut être une zone aussi qui pourrait être visée. Donc pareil, ce genre de zone, on les identifie et on se prépare à y venir. Donc l'idéal pour voir le scénario haussier qu'on a évoqué sur les cryptos, ça serait de voir aussi ici une reprise se dessiner sur le Nasdaq, hein, donc pareil, hein, sur le SP500. J'aime bien prendre le Nasdaq actuellement parce que on va dire qu'il est un petit peu plus représentatif de ce qui se passe en crypto. Il faut savoir que les corrélations, les décorrélations sont pas toujours aussi importantes, hein. On peut voir que dernièrement on a eu une énorme décorrélation. Le marché des indices a explosé. Le marché des cryptos a chuté et voire n'a presque pas évolué, alors qu'on avait du coup cette énorme impulsion ici de ce mois de juin sur les indices. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément une corrélation énorme. Ce qui est vrai et ce qui est plus vrai, c'est que si les marchés tradis flanchent, généralement ça se fait en cœur avec les cryptos. Donc c'est pour ça qu'il serait préférable ici de voir le Nasdaq reprendre et potentiellement voir un petit peu ici la négativité, le sentiment et tous les shorts tardifs se faire squeeze. Donc dans la NL Pro, je vous rappelle que chaque semaine on envoie des plans de trading pédagogiques. Alors cette semaine, les plans qu'on a évoqués n'ont pas eu la résolution qu'on a voulu pour qu'ils puissent être activés. Donc par exemple, hein, que vous voyez un exemple de ce qui se fait. Il y a eu un plan sur le AV, mais pour que ce plan voit le jour, on avait besoin d'un changement de structure daily, ce qu'on n'a pas eu. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a eu la première prise de liquidité qui a eu lieu, mais pour voir, on va dire, le setup se mettre en place, on a besoin ici de voir un changement de structure se développer. Et lorsqu'on aura ce changement de structure, on aura la possibilité ici de prendre ce plan de trading. Donc je vous rappelle, hein, que si vous souhaitez avoir des plans de trading, c'est sur la NL Pro que ça se passe. Et pareil, hein, l'objectif, hein, c'est de vous éduquer à prendre des plans de trading structurés de façon à ce que vous ayez aussi la méthodologie pour vous-même appliquer vos propres plans. Maintenant, on va se centrer sur quelques cryptos. J'en prends une au hasard. Non, je rigole, c'est pas au hasard. C'est une que j'ai choisie parce que elle est sur, on va dire, un niveau intéressant. Hein, je vous invite à, si vous ayez une crypto qui vous intéresse, à la mettre en commentaire pour que je puisse l'analyser dimanche prochain. Mais là, par exemple, ici, j'ai pris une crypto issue du secteur AI. Donc, on voit que le secteur AI a bien flanché. Il a bien rétracté. Et c'est ce qui fait que ça m'intéresse. Ça m'intéresse, pourquoi ? Parce que ça y est, on n'est pas loin de commencer à avoir des capitulations qui sont en train de s'opérer sur certains coins AI. Donc si on regarde par exemple celui-ci, hein, donc le Océane,
Il a perdu 70% depuis sa hausse, donc c'est pas rien. Et en fait, on arrive sur une zone qui est une zone potentielle ici de demande. D'accord, on regarde, c'est la dernière consolidation qu'on a eue avant l'explosion. Donc forcément, on a la possibilité et on pourrait aller chercher, par exemple, ces creux qui sont à 0,38. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive enfin, on va dire, sur une potentielle accalmie sur cette baisse. Donc on n'a pas encore de signaux haussiers. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore réussi à récupérer la trend, on va dire. On n'a pas réussi à dessiner un W en daily. Mais en revanche, on a eu une jolie réaction. On voit qu'on arrive, on va dire, sur des zones extrêmes. Ce que j'adorerais voir, c'est par exemple une divergence en daily. Et là, on commencerait à avoir des signaux de potentiel bottom se former. Alors, comme je vous dis, c'est toujours prématuré de penser à un bottom tout de suite. Mais on voit, ou en tout cas, on a des éléments ici qui commencent à nous indiquer qu'on a un affaiblissement de cette baisse et qu'on aurait potentiellement ici les bulls qui voudraient ou qui chercheraient à reprendre la main. Donc, il y en a pas mal des coins dans cette situation, des coins qui ont énormément baissé depuis leur hausse. Et on va voir par exemple ici le Solana pour terminer, qui se trouve actuellement pile poil sur sa zone de demande. Donc, pourquoi c'est une zone de demande ? Comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on s'est rendu sur cette zone, donc les 2 fois précédentes, ici le 16 avril et le 1er mai, eh bien, on voit que le prix a réagi de façon agressive sur ce niveau. On pourrait, et ça ne serait pas forcément à exclure, d'aller chercher, on va dire ici, les 119. Mais là, en tout cas, on commence à récupérer une localisation intéressante sur Solana pour potentiellement chercher des swing trades. Voilà pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Ciao, ciao l'équipe.